voilà. Euh, ce que je voulais, ce qui s'est passé, c'est que j'étais très intéressé. Je connais un peu Bautzen parce que j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois la région, Görlitz, Dresden, et puis Bautzen, évidemment, célèbre pour sa moutarde. Et, et donc, j'étais très intéressé par les efforts qu'a fait la ville de Bautzen pour rétablir le dialogue au sein de la ville, après, évidemment, de grandes manifestations, de grands problèmes. Et je me suis dit que ce serait intéressant de mettre en contact, et c'est notre rôle, on ne veut pas donner de leçons, mais simplement mettre en contact la ville de Bautzen et puis la ville de Moutier qui a peut-être il y a peut-être des intérêts d'un côté et de l'autre pour avoir des leçons ou des éléments à retirer des efforts qui ont été faits à Bautzen. J'ai vu le reportage qui avait été fait par Arte et donc voilà, je trouvais intéressant simplement qu'on puisse faire le contact. Et je voudrais peut-être donner la parole à Monsieur Arens, qui nous présente en quelques mots sa ville. Alors, vous pouvez le faire en allemand si ça vous facilite les choses. Bon, je vais quand même essayer de le faire en français. Si ça ne marchera pas, je peux encore changer en langue allemande. Alors, Bautzen, c'est la capitale de la Haute-Lusace, avec une très longue tradition de capitale régionale, aussi sur le plan administratif, parce que déjà, la première mention dans les documents anciens parlait de la ville en latin, pas d'une oppidum, mais d'une ville administrative. Déjà, ça fait 1000 ans plus que nous sommes une capitale aussi administrative de toute la région. La ville de Bautzen est aussi la capitale du peuple sorabe. Les sorabes, c'est une population slave qui est la population qui a trouvé cette région vide pendant les années 500, 600, parce qu'il y avait des tribus germaniques qui avaient quitté la région 100 ans plus tôt et qui ont bougé vers la Bourgogne. Alors, à l'époque, c'était une région vide, sans population, qui alors a été peuplée par une population slave venant de l'Est. Ils sont restés ici jusqu'à nos jours. Plus tard, il y avait des tribus germaniques qui sont revenues dans la région, mais à l'époque, ils ont trouvé la population indigène slave qui a pris possession de la région. Aujourd'hui, nous avons encore dans la région à peu près 60 000 habitants qui parlent le sorabe comme langue maternelle. Le sorabe dans notre région est très prochement lié avec la langue tchèque, tandis que le sorabe de la région un peu vers le nord, à Cottbus, dans le Brandebourg, c'est très proche de la langue polonaise. C'est quelque chose qui est très important pour la région parce que nous avons encore une tradition vivante, une tradition bilingue vivante. Nous avons même des communes dans la région où les sessions du conseil communal se passent en langue slave, alors en langue sorabe. Ça montre comment cette langue est encore vivante dans la région. J'ai dit toujours, moi-même, je suis de provenance de Berlin. Je suis descendant d'une famille prusse qui a une longue tradition de connexion avec la France. C'est pour ça que le français dans notre famille est, oui, presque une langue maternelle. Et je suis très heureux de
retrouver dans une telle situation parce que, surtout aujourd'hui, c'est un luxe de parler plus qu'une langue, une situation qui, en Suisse, est quelque chose d'absolument normal. En Allemagne, c'est pas normal du tout. C'est vraiment l'exception. Et pour ça, je suis très heureux de me retrouver dans une telle situation. Bon, je me suis décidé pour la ville de Bautzen il y a 15 ans. Et je raconte toujours cette histoire parce que je la trouvais même un peu drôle. Ma formation professionnelle, c'est à l'une côté, je suis juriste, mais à l'autre côté, je suis aussi sinologue. Alors, j'ai passé mes études en Chine. J'ai travaillé des années en Chine aussi pour l'industrie allemande. Et je suis revenu de Shanghai à Berlin en automne 1999. Et je me suis retrouvé sur une grande rue laide, avec un temps misérable, plein de figures vraiment comme pas très heureux, disons. Et il y avait un temps misérable. Et quand même, je me suis dit, après les années à Shanghai, quelle chance d'être à Berlin. Et au moment même, je me suis rendu compte, je disais, écoute, c'est une des avenues des plus laides de Berlin, et toi, tu penses que c'est quelque chose de joli, alors il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Et à ce moment, je me suis juré que je ne vais pas passer toute ma vie dans les grandes villes. J'ai aussi vécu quelques ans à Paris. Et comme ça, je me suis dit, bon, il faut peut-être trouver un moment pour quitter les grandes villes. À l'époque, je pensais de m'installer plus tard à côté de la mer Baltique. Mais quand j'ai rencontré ma femme, qui est de la région de Bautzen, elle m'a montré Bautzen et ça m'a pris 10 minutes avant que je disais à ma femme, écoute, c'est pas la peine de continuer de parler, je vais bouger, je vais changer de place et je vais venir à Bautzen. Et même pas pour une seconde, j'ai eu l'idée après que c'était quelque chose de mauvais ou faux. Au contraire, je suis très heureux. La qualité de vie ici dans la région est exceptionnelle. Bautzen a 40 000 habitants à peu près. Une région de, disons, dans un diamètre de 20 km, il y a à peu près 150 000 personnes qui habitent ici. Nous sommes une ville avec, comment dit-on, kurze Wege en allemand, alors des chemins assez proches. Tout est très près. Et on a une qualité de vie extraordinaire. On a des produits régionaux d'une très haute qualité pour un prix très raisonnable. On se trouve dans un milieu naturel aussi très joli. À l'extérieur de la ville, il commence les montagnes de Zittau. C'est une petite chaîne de montagnes. Bon, montagne, c'est un peu exagéré, mais ça va jusqu'à 600 mètres d'altitude. Et dans l'autre direction, vers le nord, c'est 5 minutes en vélo. On se trouve sur un plateau qui est vraiment complètement plat et qui va jusqu'à Berlin et un peu plus dans le nord. Alors, on a le choix entre deux différentes situations de nature et on se trouve au plein milieu de l'Europe parce qu'en voiture, on a à peu près 2 heures à Berlin, on a à peu près 2 heures pour aller à Wrocław en Pologne, la ville qui était connue sous le nom allemand Breslau, et on a 2 heures en voiture pour aller à Prague. Alors, c'est une situation assez favorable, mais je dis toujours que Bautzen a une certaine tradition aussi d'avoir une mauvaise réputation. Ça commençait déjà pendant l'époque de l'RDA. À l'époque, tout le monde en Allemagne et dans les deux parties de l'Allemagne comprenait bien la phrase « Ab nach Bautzen ». Cela indiquait que quelqu'un avait le sort de se retrouver dans la prison de Bautzen.
C'était une prison pour les prisonniers politiques de l'RDA. Et c'était bien connu que ce prison se trouvait à Bautzen, mais même la vaste majorité des habitants de Bautzen ne savaient pas où se trouvait ce prison. Il y a un prison jaune hors de la ville qui est très bien visible de partout. Alors tout le monde pensait que là-bas se trouvait aussi la prison pour les prisonniers politiques. Mais cette prison a été cachée derrière le palais de justice. Et il y avait très peu de gens qui connaissaient ce lieu et sa fonction. Tout le monde savait que ça existait, mais presque personne ne savait où se trouve cette prison exactement. Alors, à l'époque, Bautzen avait une mauvaise réputation à cause de cette prison pour les prisonniers politiques. Et après la réunification de la région, ou presque toute la Saxe et aussi autres parties de l'Allemagne de l'Est, se retrouvaient avec une réputation d'être comment dit-on, Hochburg, des centres pour des populistes de l'extrême gauche, droite, pardon, de l'extrême droite. Et ça, c'est quelque chose qui nous a retrouvés lors de la situation des migrants qui sont arrivés en Europe en 2015. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi dans notre région, ici dans notre ville, des gens qui disaient non, on ne veut pas avoir des réfugiés ici, surtout pas des réfugiés d'origine islamique. Et alors on a eu deux incidents qui a été bien réalisé par toute l'Allemagne et aussi par des autres régions en Europe. C'était premièrement au début de l'an 2016. Il y avait un incendie dans un hôtel qui a été en train d'être transformé en refuge de migrants. Et en septembre 2016, on avait une démonstration spontanée avec des éclats de violence aussi contre quelques jeunes réfugiés de la Syrie. Heureusement, il y avait personne qui a été violé lors de ces événements, mais quand même, on avait une discussion aussi dans toute l'Allemagne sous la question quel est le problème de l'Allemagne de l'Est? Pourquoi est-ce que tous les Allemands de l'Est sont des nazis? Ça, c'était un peu la tonalité. Alors, on avait vraiment une opinion publique en Allemagne qui disait, bon, presque tous les Allemands de l'Est sont des nazis. Et c'était là où nous nous sommes dit, ici à Bautzen, il faut changer quelque chose, mais vraiment à fond. Et nous avons choisi plusieurs mesures pour changer d'abord la situation dans la ville même. Et c'était directement, on a cherché des actions envers tous les côtés. Ça veut dire, nous avons pris des mesures pour nous occuper même pas de la douzaine de réfugiés qui posaient des problèmes ici. Nous avons commencé des actions contre les vrais nazis qu'on avait ici aussi, naturellement, mais aussi de trouver pour la plupart de la société de la ville et de la région des moyens d'échange, de discussion et de trouver des chemins pour voir les communautés, comment dit-on, les Gemeinsamkeiten, les communautés, oui, entre les différentes parties de la société.
Et c'est là où on a eu la chance de devenir membre du programme de la Bundesregierung qui s'appelle Partnerschaften für Demokratie. Et ça, c'est un fonds qui nous finance des actions, des discussions, des idées et des formats de discussion dans la ville et dans la région pour trouver juste tous les faits que nous avons communs avec les autres, même avec nos adversaires politiques, même communs avec les gens de la droite, de l'extrême droite et aussi de l'extrême gauche. Parce que moi, je suis convaincu que comme société humaine, il faut d'abord se rendre compte ce que sont les valeurs communes que nous avons tous comme membres d'une société démocratique et quelles sont les différences. Parce qu'au moment même où nous rendons compte des idées communes, c'est beaucoup plus détendu de parler des différences. Et donc, c'est un processus qui, selon les impressions que j'ai ici comme maire de la ville, c'est un processus qui vraiment marche assez bien. Et je crois que la vision dans la population qu'il faut trouver des formats et des chemins pour vraiment régler les choses d'une façon démocratique et tolérante, c'est beaucoup plus, ils se sont beaucoup plus, die Leute sind sich viel bewusster, wie wichtig das ist. Plus conscient. Oui, conscient, oui, c'est ça. Bon, alors ça comme bref introduction, je pense, j'espère que vous avez quand même compris un peu l'idée. Merci beaucoup, M. Arens. Et je peux peut-être vous donner la parole, M. Winnistorfer, pour présenter en quelques mots votre ville. Oui, alors je serai un peu plus bref. On est plus modeste ici à Moutier. Hein, j'ai aussi moins voyagé. Donc voilà. Monsieur le maire de Bautzen, messieurs les participants à cet échange, au nom de mes collègues du conseil municipal, je vous salue très fort et je vous souhaite le plus cordial des bonsoirs de Moutier. Voilà. C'est très intéressant ce que vient de nous présenter monsieur Arens, parce que je pense qu'ici aussi, on a des chemins communs à trouver avec c'est pas les adversaires, mais enfin, c'est des gens qui ne pensaient pas comme nous pour la faire ici. Voilà, je vais vous présenter juste un peu la ville. Donc, nous, on est 7350, hein, moins de 40 000. On est un peu coincé par les éléments naturels, un peu comme l'image que M. Walter t'a délaissée. Là, c'est un peu dans ce sens-là, ici à Moutier. On serait au fond, nous. Voilà, on est un peu coincé donc, par les éléments naturels. Moutier vit surtout de ses industries. La mécanique de précision et l'horlogerie occupent une grande partie de nos concitoyennes et concitoyens. Pour distraire ces gens-là, qui la semaine travaillent souvent au millième de millimètre, la ville fait un effort particulier dans l'animation, notamment culturelle et sportive, avec un agenda chargé. Voilà, je vous l'affirme, il fait bon vivre à Moutier. Pour vous en convaincre, vous pouvez visiter le site de la commune. Hein, Moutier est présenté comme suit. Moutier, cité clairière, ouverte au cœur de l'arc jurassien. Concentre ce que ce pays offre de meilleur. Elle fournit toutes les commodités d'une agglomération, mais la sérénité, l'humanité et la convivialité d'une petite ville. Elle bénéficie d'un microclimat qui allie l'ensoleillement généreux de la montagne et la douceur de la moyenne altitude. Le potentiel professionnel d'un centre industriel, mais la qualité de vie d'un cadre naturel somptueux et préservé. Fin de la citation. Si ce n'est pas le paradis. Voilà, pour une rapide, et je vous l'avoue, un brin enjolivé vision de Moutier. Mais évidemment, concernant les raisons de notre présence à cette discussion, elles ne sont pas liées au charme de notre écrin géographique ou climatique, mais elles sont d'ordre politique et administratif, puisque nos ayants droit, nos concitoyennes et concitoyens, ont décidé de quitter le canton de Berne, auquel ils étaient liés depuis le congrès de Vienne,
pour rejoindre la République et canton du Jura. Ils l'ont décidé le 28 mars dernier, confirmant leur première option du 18 juin 2017, donc il y a 4 ans. Vote qui avait été déclaré non conforme par les autorités judiciaires bernoises et qu'il a donc fallu répéter. Voilà, M. Zuber va ensuite entrer, et M. Taubert aussi vont ensuite affiner un peu le plan politique. Je voulais juste encore vous dire que c'est un peu comme si, comparé comme si Bautzen décidait de quitter la Saxe, voilà, pour rejoindre un land voisin, en l'occurrence ici le Brandebourg, la Thuringe, le Saxe-Anhalt ou la Bavière. C'est quand même pas rien. Je veux dire, ça déclencherait vraiment une belle pagaille, j'imagine. Hein. Eh bien, ici, ça n'a pas vraiment été le cas. Je tiens à le dire, ça fait quand même 47 ans que la majorité actuelle, qui s'estimait un peu bafouée hein, par les premiers plébiscites, il y avait eu les premiers plébiscites dans les années 70, en 74 et 75, et puis cette majorité attendait patiemment qu'enfin que la justice soit rendue. J'aimerais dire aussi souligner que personne n'a été blessé entre-temps à Moutier, aucun dégât n'a été constaté. Alors c'est vrai que quand on répand l'idée que la vie en commun à Moutier est compliquée, difficile, voire impossible, moi je ne suis pas tellement d'accord. Mais voilà, ça il faudra bien qu'on j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, il faut trouver des voies communes, il faut absolument qu'on puisse intéresser les gens aussi qui n'ont pas pensé comme nous à entrer dans cette démarche maintenant qui sera de passer vers le canton du Jura, donc de changer de land. Voilà, ça c'était pour l'introduction, je vais m'en tenir là. Je peux peut-être juste dire à M. Arens qu'en fait la ville est divisée à peu près en deux, une moitié, petite majorité de quelques centaines de voix, c'était combien? Voilà, 54% à 46%. Était pour entrer dans le canton du Jura, qui est donc francophone. Passer dans le canton du Jura. Et puis quitter le canton de Berne, qui était à grande majorité germanophone. Donc voilà la situation. Ce que ne dit pas Monsieur le ministre Fer, je veux bien comprendre, c'est que quand même, ça a suscité quand même pendant des années de grandes tensions politiques, non seulement à Moutier, mais aussi entre le canton de Berne et le canton du Jura. À plusieurs reprises, il y a eu des tensions politiques. Et évidemment, aujourd'hui, l'enjeu, j'imagine, pour la ville de Moutier, c'est de réconcilier ces deux groupes de population, de pouvoir rétablir un dialogue pour vivre ensemble. Enfin, vous l'avez dit, monsieur le ministre. Voilà. Et justement, l'exemple de ce qui se passe à Bautzen peut nous aider à construire ce… Voilà. Je ne sais pas qui… Monsieur Zuber voulait se parler? Oui, volontiers. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Parce que je suis dans des conditions un petit peu techniquement difficiles. Donc, peut-être pour reprendre dans la suite de ce qui a été dit par Monsieur le maire, il s'agit bien finalement d'un conflit territorial à Moutier. Et ce conflit territorial, il est accentué par le fait que, initialement, les populations avaient un rapport identitaire avec le territoire concerné. Sans entrer dans une étude sociologique, on peut un petit peu caricaturer, et c'est peut-être quelque chose qui n'est plus valable au XXIe siècle, mais qui l'a beaucoup été au XXe. Il y a une population plutôt d'origine bernoise qui a un sentiment de loyauté envers le canton de Berne, et une population plutôt d'origine jurassienne qui a un sentiment de loyauté vis-à-vis du canton du Jura. C'est la raison pour laquelle, lorsque le canton du Jura s'est formé, le dernier entré dans la Confédération, finalement, l'épicentre de la question jurassienne s'est déplacé à Moutier, là où on retrouvait peut-être pratiquement à part égale les deux groupes de population, et ce qui a logiquement engendré énormément de tensions. Ce qui a contribué aussi à ces tensions et au fait que Moutier est définitivement devenu, depuis 1974, l'épicentre de la question jurassienne, c'est que le scrutin qui a donné naissance au canton du Jura, il a été remarqué quelques années après qu'une partie des votes n'avait pas été valable, notamment dans deux régions, celle de Moutier et celle de Laufond, dans le canton actuel de Bâle-Campagne, ce qui fait qu'il a fallu mettre en place une médiation fédérale. Et puis le deuxième aspect aussi, c'est le fait que
le canton du Jura s'est créé, a grandi de son côté, a engendré ses propres institutions, donnant à la population de Moutier qui se sentait jurassienne peut-être le sentiment d'absolument vouloir rejoindre un canton qui n'était plus un rêve, mais une réalité institutionnalisée. Et puis, parallèlement, de l'autre côté, le canton de Berne qui a construit, lui, son avenir avec une minorité qui est devenue plus petite. Il a mis en place aussi des institutions pour la protéger, mais il est vrai aussi qu'il a, à certains égards, parfois mené des politiques qui n'allaient pas dans le sens de l'intégration de sa population jurassienne restée bernoise. Voilà peut-être un petit peu pour le contexte de ce qui se trouve entre les années 70 et puis les années 90. Et puis, la Confédération est intervenue. La question jurassienne est devenue véritablement un problème national en Suisse. Elle a mis en place une médiation, elle a mis en place des commissions et des institutions entre les deux cantons pour renouer un dialogue. Monsieur Pétignat l'a bien dit, c'est aussi un conflit entre deux États à ce moment-là. Et puis, ce dialogue a donné naissance à une solution institutionnelle élégante, démocratique, de dire les communes dans le canton de Berne qui souhaitent redéfinir leur avenir ont la possibilité de le faire. Je raccourcis un peu, il y a eu d'autres étapes entre-temps, mais grosso modo, on arrive à l'orée du XXIe siècle avec la possibilité de donner aux populations de choisir démocratiquement dans quel canton elles souhaitent poursuivre leur futur. Et là, on retombe sur nos pattes avec ce qu'a raconté M. Winisterfer et puis la solution trouvée à Moutier de changer de canton et la décision démocratique de 2021. Voilà pour le décor. Je dirais que il est important aussi de dire que la question jurassienne, qui était alors un conflit avec des violences dans les années 70, est devenue un conflit non violent au XXIe siècle. Il y a aussi des générations différentes qui ont pris la place. Moi-même, j'aime On ne vous entend plus. On ne m'entend plus. Voilà. On m'entend encore? Oui, ça revient. Ça revient. Non. Si vous permettez, M. Zuber, je donnerai la parole à M. Tobler et puis après. Donc, la génération que je représente n'est pas liée, le monde globalisé tout à fait différemment. Et puis, cohésion sociale plus importante auprès des populations jeunes. Maintenant, la discussion d'aujourd'hui, elle est importante. Il n'est pas nécessaire non plus d'enjoliver la situation. On doit admettre qu'il y a deux populations dans notre ville. Alors, il n'y a peut-être pas 45% de la population qui est en détresse émotionnelle, mais il y a une minorité dont il faut tenir compte. Je crois que c'est impératif. Il y a des solutions qui existent. Ce sera la façon avec laquelle le nouveau canton va intégrer cette minorité, va peut-être aussi la normaliser. Avec quels moyens, finalement, on va réduire l'aspect identitaire et réduire l'enjeu identitaire pour que la population qui se sente bernoise puisse continuer à se sentir bernoise dans un nouvel écrin institutionnel. Ça, c'est aussi une des pistes importantes. Je dirais qu'il y a aussi le rôle de la jeunesse qui est fondamental. On voit avec l'évolution démographique que la jeunesse de Moutier a plutôt voté oui, mais que cette jeunesse est déconnectée du débat identitaire. Et c'est un débat davantage pragmatique, mais moins identitaire. Et ça, je crois que c'est aussi une des solutions d'avenir. Les jeunes, qu'ils soient jurassiens ou bernois, se parlent sans problème, il n'y a pas de conflit entre eux. Mais il y a aussi, évidemment, pour nous, on est une petite ville avec des moyens limités, le besoin d'avoir des échanges de bonnes pratiques à l'extérieur, de comprendre aussi comment on peut renouer le dialogue. Il y a une minorité dont mon éminent collègue Marc Tobler, on est le représentant politique, qui est très insatisfaite du résultat, qui pense qu'une partie des acquis est perdue. Évidemment qu'on a du mal à concilier parfois ce double sentiment, à la fois la majorité jurassienne qui a vécu ça comme une libération, les mots utilisés étaient forts, hein, on parle de liberté, de libération, et puis d'un autre côté, une population qui vit ça comme une apocalypse. Je ne suis pas ici pour juger, je suis le représentant d'une des populations, mon collègue Marc de l'autre, mais on peut admettre qu'on est sur des éléments lexicaux qui sont très, 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 très opposés. Et comment on peut reconstruire un avenir serein, relever des défis communs, ça, c'est quelque chose. Nous, on a une partie de la solution, mais évidemment que toute solution venue de l'extérieur est importante et bonne à prendre pour nous. Voilà. Peut-être deux mots de M. Tobler avant que M. Arends nous explique un peu dans le détail comment on peut
dans sa ville, reconstruire le dialogue et puis aussi avec quels obstacles et quels résultats. Mais peut-être, Monsieur Tobler, vous voulez dire deux mots? Oui, bonsoir à tous. Effectivement, j'ai quelques réflexions à faire. C'est clair, pour une fois, étonnamment, je suis assez d'accord avec sur plusieurs sujets ce que M. Tsoubra dit. Effectivement, c'est quand on pense qu'on avait des acquis, je pense effectivement qu'on a perdu ces acquis. Je pense aussi que le déplacement des gens qui ont habité au nord, qui sont venus habiter à Moutier, font qu'on fait la différence pour le 28 mars. Il faut dire que les séparatistes se sont dû s'y prendre à 8 fois pour arriver à ce vote avec ce oui. C'est clair que voilà, ça ne m'arrange pas du tout, mais c'est un fait. L'histoire, on fera son chemin. C'est clair aussi qu'avec ces déplacements de gens qui sont venus du Nord, il y a aussi la problématique de la religion, parce qu'en grande majorité, c'est des catholiques qui se sont déplacés sur Moutier, et puis dans le temps, la commune de Moutier était majoritairement protestante. C'est clair que ça, c'est aussi une chose qu'il ne faut quand même pas tout à fait oublier. Sur les choses qui sont arrivées ces derniers 40 ans, on sait quand même qu'il y a des familles qui sont déchirées. Il y a des familles qui ne parlent pas plus ensemble. C'est clair que, voilà, pour moi, personnellement, j'ai de la chance dans ma famille. Ce n'est pas le cas, mais je connais des familles qui sont dans ce cas-là. Et puis, c'est quand même très difficile à vivre cette situation-là quand on sait que le petit passage qu'on fait sur cette terre. Notre situation à Moutier, c'est clair, elle est aussi compliquée. Quand M. le maire refuse de saluer des prévôtois, j'ai été présent, sans cela, j'aurais cru que ce n'était pas possible, mais j'ai vu le maire qui a refusé de saluer des prévôtois. C'est clair que ça fait mal. Et de l'autre côté, je ne comprends pas non plus comment des gens qui ont tellement du mal à vivre dans cette commune même ils arrivent jusqu'à la pousser à l'extrême de dire que c'est la tutelle bernoise, qu'ils ont pu tenir 40 ans à vivre à Moutier et puis qu'ils sont toujours encore là. Des fois, je me pose quand même des questions, comment ils ont pu tenir 40 ans. Quelques réflexions pour ma part. Et puis voilà, financièrement, M. Valentin Tsoubra l'a aussi dit, financièrement, la situation de Moutier est catastrophique. Et le canton du Jura également, deux pauvres. Pour moi, ça ne fait pas un vainqueur, mais plutôt deux pauvres. Okay. Voilà. Merci beaucoup, M. Tobler. Peut-être, M. Arends, concrètement, comment ce Partnerschaft für Frieden, für Démocratie, vous l'avez mis en place de manière concrète? Bon, tout d'abord, j'aimerais bien dire quelque chose sur un malentendu. J'ai l'impression déjà depuis des années que les sociétés démocratiques du monde se retrouvent dans un grand malentendu en ce qui concerne la fonctionnalité d'une société démocratique. Et je dis toujours que le devoir principal et aussi le devoir le plus noble de la démocratie, c'est de respecter ou même de protéger les minorités. La plupart des gens pensent que la démocratie, au premier plan, c'est trouver une majorité. Et je crois que l'exemple de Moutier nous démontre que le problème est beaucoup plus grand. Parce que Moutier a trouvé une majorité, et peu importe si ce sont les séparatistes, entre guillemets, ou ceux qui ne veulent pas changer, ça n'a aucun intérêt quel côté a gagné. Une côté a trouvé une majorité, mais ce qu'il faut retrouver, c'est le respect et aussi la protection, la tolérance envers les autres, envers l'autre opinion. Et quand j'entends
il y a même des personnages qui refusent de saluer quelqu'un de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose de vraiment critique, très critique. C'est très difficile parce que c'est un développement qui vraiment, nous disons en allemand, die Gräben werden tiefer. Alors les fossés deviennent plus profonds. Oui. Et ça, c'est un développement qui est très, très problématique. Et alors, mais c'est quand même un peu, disons, sur le plan théorique, c'est comparable avec la situation que nous avons ici à Bautzen. Et c'est premièrement de trouver des formats de discussion, de se donner des règles pour ces discussions, parce que c'est quelque chose qui nous a posé un très grand problème au début, parce que nous avons eu dans la ville une jeune femme qui n'était pas de la région, elle venait du Ouest, et elle a publié toujours, surtout sur Twitter et sur Facebook, en disant bon, tous les gens ici à Bautzen, ils sont des racistes, c'est plein de nazis, c'est une ville nazie, c'est vraiment une population qui est raciste et moche et je ne sais pas quoi. Alors c'était tout le temps, c'était des opinions très négatives et qui étaient dirigées contre toute la population. Alors, il y avait des gens dans la ville qui étaient vraiment fâcheux envers elle. Et au début, on avait déjà des problèmes de trouver des règles pour les discussions. Et nous avons, comme ville, nous nous sommes dit, bon, nous voyons une certaine séparation dans la population. Pas aussi grave qu'à Moutier parce que ce n'était pas une question de séparatisme, mais c'était une question politique. Et quand même, il y avait des fossés des tranchées assez dures. Alors nous nous sommes dit, il faut trouver un format de discussion. Alors au début, nous étions assez naïfs de penser on peut prendre une salle pour 150 personnes pour discuter la situation des migrants et pour discuter la situation dans la ville. Et quand nous avons publié le date de la discussion, les 150 tickets étaient pris pendant 1 heure déjà, tout était pris par des gens qui étaient intéressés. Et nous avons eu vraiment des milliers de demandes pour des tickets. Alors, nous étions un peu surpris quand même et nous avons cherché un endroit pour la discussion. Nous avons pris une église et il y avait, je crois, 1300, 1400 gens dans cette église. Elle était pleine comme je ne sais pas quoi. Et en dehors de l'église, il y avait encore des milliers de gens qui ont voulu participer à la discussion. C'est pour ça que nous nous sommes dit, bon, une chose très très importante sont les règles de la discussion. Et pour ça, nous nous sommes servis des modérateurs de la Landeszentrale für politische Bildung. Alors, c'est une institution pour la formation politique pour toute la société. Alors, c'est ouvert pour n'importe qui. Alors, c'était des professionnels pour modérer des discussions. Et pour eux, c'était assez dur d'être confrontés avec une situation tellement émotionnelle et tellement dure. Et après la discussion, après la première discussion dans cette église, qui était vraiment, il y avait des passages qui étaient vraiment très durs à entendre. Ils étaient vraiment choqués. Hein. C'était des gens de la ville de Dresde.
ils étaient vraiment choqués en disant on n'a jamais vécu une expérience pareille. C'était choquant. Et ils étaient encore beaucoup plus choqués d'entendre de ma côté, de la côté de plusieurs gens de l'administration de la ville, que c'était une discussion dure, mais que c'était un grand succès parce que déjà, c'était une discussion quand même. Quelque chose qui n'était pas possible avant. Et on a bien, on voit quelques parties de cette discussion aussi dans cette documentation de Arte. Et quand même, cette discussion et les expériences qu'on a fait là avec quelques reproches très durs ont changé quelque chose dans le climat de discussion dans la ville. Et alors, après ça, nous avons eu la chance de recevoir cet argent du Bundesfamilienministerium qui finance cette action. Et chaque an, c'est à peu près 130 000 euros pour les formats de discussion, pour des petites fêtes dans quelques quartiers de la ville. Tout ça sous le plan de vraiment retrouver les voies communes, de retrouver des chemins communs et de retrouver une base pour une discussion, disons même pour je ne veux pas dire cisanie, mais même pour cette espèce de querelle. Et alors le fait le plus important, c'était vraiment de se rendre compte que la chose principale, c'est une tolérance envers les positions d'autres. Et aujourd'hui, je crois que toutes les sociétés démocratiques se trouvent dans une situation d'une intolérance croissante. Et là, notre effort dans toutes les actions sous le programme Partnerschaft für Demokratie, c'est de traîner la tolérance, de traîner la capacité d'entendre des positions qui ne sont pas compatibles avec mes positions, par exemple. C'est pour ça, c'est un entraînement permanent pour des querelles démocratiques. Et nous avons vraiment une vaste différence d'actions que nous avons prises. Quelque part, c'était des actions où les gens chantaient ensemble. Il y avait comment dit-on, ein Chor, ein Choral, also eine Gruppe von Menschen, die zusammen gesungen haben. Et c'était un chor qui était proche de la AfD, alors proche de la droite. Alors, il y avait déjà des gens qui disaient non, si ce sont des gens qui sont proches de la AfD, je ne vais pas participer. Mais il y avait aussi des gens qui disaient bon, j'en ai rien de commun avec la AfD, mais quand même, j'aime bien chanter. Alors, il y avait des gens, c'était pas beaucoup, qui se sont retrouvés, ils ont trouvé quelque chose de commun, c'était la joie de chanter. Et après ça, après avoir trouvé un plan commun, c'était beaucoup plus facile pour eux de discuter sur le plan politique. Et alors, toutes les actions que nous avons prises dans les derniers 3 ans, sous ce programme, c'était des actions qui nous montraient la différence, les plans différents sur lesquels on peut trouver des communautés. Et c'est pour ça que de temps en temps, il y a des députés de notre conseil de la ville qui disent mais pourquoi est-ce que nous dépensons cet argent, même si c'est un programme qui est fondé et financé par
par le gouvernement fédéral. Pourquoi est-ce qu'on dépend de l'argent pour chanter ensemble? Pourquoi est-ce qu'on dépend d'argent pour avoir une action de jeunes gens qui discutent sur des styles de musique différents? Et notre réponse est toujours, tout ça sont des petits pierres pour créer un mosaïque, ein Mosaïque der Gemeinsamkeiten, des idées communes. Parce que comme ça, on apprend beaucoup plus facile de respecter quelqu'un d'autre, même si on a l'impression que c'est un adversaire, entre guillemets. Et je crois, une des choses fondamentales, c'est vraiment de retrouver le respect, même pour des positions qui ne sont pas favorables pour moi. Et aujourd'hui, vous voyez des résultats déjà dans votre ville? Oui. Parce que dans l'émission d'Arte, on sentait les gens un petit peu, disons, un petit peu frustrés parce qu'ils disaient c'est pas comme ça, c'est que des tout petits cailloux et ils avaient l'impression de ne pas avancer. Moi, premièrement, je suis toujours optimiste. Mais c'est quelque chose il y a des gens qui critiquent même ça. Mais j'ai vraiment l'impression qu'une partie croissante de la population de la ville se rend compte que le respect envers les positions des autres est vraiment le clé pour vivre ensemble dans pour vivre ensemble d'une façon beaucoup plus détendue. Et je suis absolument convaincu que les formats que nous avons créés nous aident de retrouver une voie commune. Et je connais aussi des gens qui disent bon, rien va changer, ça vaut pas le coup, et c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu et tout ça. Mais je dis toujours, écoutez, on ne peut pas expecter de trouver une solution rapide. C'est un processus et c'est très important de se prendre le temps pour un tel processus parce que si je me retrouve au début du processus dans des tranchées différentes, c'est très difficile d'accepter l'adversaire comme quelqu'un qui a quelque chose commun avec moi. Et c'est vraiment, ça semble être une idée naïve, mais c'est absolument intéressant de parler du respect et de parler de la protection de l'opinion des autres. C'est beaucoup plus important qu'on ne pense. Très bien. Vous vouliez intervenir, Monsieur Winnisterfer ou Monsieur Tobler ou Monsieur Zuber? On ne vous entend pas. Le micro. Oui. Non, c'est très, très, très intéressant. Voilà, d'entendre qu'il faut essayer de comprendre l'adversaire, essayer d'aller avec lui, de partir de trouver des voies communes pour essayer de comprendre comment il réfléchit et comment on peut sortir de cette guéguerre, enfin, où on est un peu coincé. C'est vrai que c'est très important. Voilà, je veux pas revenir sur ce que M. Tobler a dit, c'était un exemple. Voilà, je n'ai certainement pas bien agi cette fois-là, mais voilà, je prends sur moi. Je vais essayer de faire beaucoup mieux. Je pense que j'y arrive aussi de temps en temps. Voilà, je ne m'arrêterai pas sur ça parce que je trouve ça anecdotique, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il faut faire des efforts, il faut comprendre ce qui se passe, il faut aller dans le sens des gens, mais c'est ce que je fais, c'est ce que je pense faire. Et voilà, je vais encore m'y atteler. Moi, j'en ai encore pour 1 année et demie si je vais au bout du mandat, puis après on verra. Mais voilà, c'est pas toujours évident quand on est sans arrêt pris à partie, quand on est toujours un peu la cible mais j'ai compris le message qu'il
Il faut essayer vraiment de faire, voilà, de comprendre aussi ce que les adversaires pensent. Valentin Tsoubert, après j'aurai une question à M. Arens, mais Valentin Tsoubert voulait intervenir. Oui, moi, dans ce que j'entends aussi qui est intéressant, si j'essaie de mettre les deux situations en perspective pour trouver aussi des dénominateurs communs dans une pareille situation, peut-être, je dirais peut-être, mais je ne veux pas présupposer de connaître la situation de Bautzen, même si j'ai aussi regardé, grâce à l'excellente recommandation de M. Pétignat, le très intéressant reportage qu'il y avait eu sur Arte. On voit aussi peut-être, nous, ce qui nous avantage, je dirais, entre guillemets, c'est à la fois le changement en question qui peut paraître important, puis qu'il l'est émotionnellement. On sait aussi, et là, je pense que la population va s'en rendre compte d'ici quelques années, que dans le quotidien des gens, il a pas énormément d'impact. On reste suisse, on a changé de canton suisse, mais on reste suisse et on ne bouge pas. Et là, il faut admettre aussi, c'est vrai que même moi qui suis heureux de cette situation, je sais très bien que mon quotidien ne va pas fondamentalement changer. Donc, je dirais quelque part, il y a aussi le fait de minimiser l'importance du changement par des actes symboliques. Ça, c'est aussi le devoir de la majorité, quelque part. Il y a un effort de ne pas transformer ça en annexion, en guerre remportée. Je crois qu'il y a aussi un devoir de la minorité d'accepter quelque part et puis de travailler dans le bon sens. On est 2 mois après le vote, donc c'est beaucoup trop tôt. On a bien entendu mon collègue Marc Dobler que les émotions sont encore fortes. Ce n'est pas maintenant qu'on va réussir à trouver ces solutions-là. Le deuxième aspect que je trouve aussi intéressant, que j'ai développé tout à l'heure, c'était le clivage générationnel, puisque ces sentiments forts identitaires sont beaucoup plus marqués chez les générations plus âgées que chez les générations jeunes, des deux côtés. Je pense que les jeunes jurassiens sont moins jurassiens que leurs parents et les jeunes bernois sont moins bernois que leurs parents. Et ça, c'est aussi peut-être un avantage sur lequel on peut travailler. Et si vous le permettez, M. Pétignat, moi j'ai encore une question qui va dans ce sens-là. Est-ce que vous avez constaté aussi des clivages générationnels? Moi, j'imaginais un peu que c'était une problématique qui était beaucoup en lien avec la jeunesse, ce que vous vivez à Bautzen. En tout cas, des mouvements liés, on voit la résurgence de l'AfD chez les jeunes, ce genre de choses. Est-ce que vous avez aussi, je dirais, cet élément générationnel à devoir tenir compte et comment vous travaillez là-dessus? Oui, nous avons certainement aussi un aspect générationnel, surtout sur le plan de la réception de la culture et la langue sorabe. Et ça, c'est très intéressant parce que là, nous avons vraiment une frontière entre les générations. J'ai dit toujours, la génération 50 plus, elle ne connaît que les réactions noires ou blancs envers les sorabes. Ça veut dire, il y a des gens qui disent, ou si quelqu'un parle sorabe, par exemple, sur le marché, ils disent, ou ah, c'est génial, c'est sorabe, c'est la culture indigène, c'est la meilleure langue du monde. Ou la réaction est ah, il parle sorabe et il parle sorabe sûrement pour se moquer de moi. Et ça, c'est vraiment une réaction les différences de réaction sur quelqu'un qui parle la langue maternelle sorabe sur le marché est complètement différent entre les jeunes. La génération qui a, disons, sous 40, ils sont très détendus, ils disent bon, oh, c'est cool, si quelqu'un parle plusieurs langues, c'est chouette d'entendre le sorabe, même dans une situation quotidienne. Et ils sont très très détendus et ils comprennent ça comme signe d'une tradition biculturelle, bilingue, vivante, alors de quelque chose de absolument positif. Et sur l'autre côté, disons, sur le plan politique et sur la situation des migrants, c'est pas aussi clair une question de génération.
on peut bien voir que la majorité des voteurs pour la AfD, alors l'extrême droite, ou disons la droite, c'est plutôt un vote de la génération 60+. Mais quand même, il y a aussi assez de jeunes qui sont d'avis qu'il faut voter pour l'extrême droite pour que les représentants de la société démocratique comprennent qu'il faut changer quelque chose drastiquement. Mais ce n'est pas aussi clair une question de génération comme sur le plan de la langue et de la culture sorabe. Mais quand même, nous avons aussi des formats ou des actions qui s'adressent aux différentes générations, même sur le plan de la Partnerschaft für Demokratie. Ça veut dire que nous avons des actions qui sont presque uniquement pour la génération jeune, où il y a aussi des formats, des discussions qui sont ouvertes pour tout le monde, mais on ne retrouve que des gens à partir de 40 ans et plus. Mais quand même, die Erwartungen, les attentes, les expectations envers la démocratie sont bien différentes entre les générations. Ça veut dire ceux qui ont vécu l'enfance et la jeunesse dans le système de l'RDA, ils se méfient beaucoup plus de la political correctness. Parce que pour eux, ce sont des règles de morale qui les ressemblent à des expériences qu'ils ont eues sous le système de l'RDA. Alors, ils sont presque allergiques contre n'importe quelle forme de political correctness. C'est quelque chose qui vraiment crée des émotions bien considérables ici. Si quelqu'un confronte quelqu'un de l'ex-RDA avec des expectations de la political correctness. Tandis que les jeunes, ils sont pas allergiques envers ça. Ils disent, bon, peut-être c'est pas une bonne idée, mais ils sont pas allergiques. Et ça, déjà, c'est quelque chose de différent. Mais bon, le résultat est toujours pareil. C'est se rendre compte, qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans une société démocratique. Qu'est-ce que je fais comme membre de la majorité? Quel comportement peut vexer les autres? Quel comportement peut comment dit-on, welches Verhalten kann der Gesellschaft schaden? Darüber muss man sich bewusst werden. Und all unsere Formate, all unsere Angebote und Diskussionsformen oder Veranstaltungen drehen sich um das Thema Bewusstmachung oder beziehungsweise um die Frage, in welcher Gesellschaft möchte ich leben? Was erwarte ich? Wie möchte ich behandelt und angesehen werden? Und was bin ich bereit, selber zu geben? Und das ist ein sehr langwieriger Prozess, bei dem man sehr viel Geduld braucht. Und ich hatte es vorhin schon angedeutet, auch bei der Arte-Dokumentation gibt es Leute, die sagen, ja, das ist alles völlig vergebens, es ändert sich nichts. Das stimmt nicht. Das Klima ändert sich. Ich werde von dem Teil der Bevölkerung, der mich nicht gewählt hat, nach 6 Jahren ganz anders angesehen als nach dem Gewinn der OB-Wahl. Der konservative Teil der Bevölkerung war entsetzt von meiner Wahl. Ja? Es ist eine strukturkonservative Region. Das war mir auch völlig klar. Und dann kommt jemand aus Berlin, der die große weite Welt gesehen hat und will jetzt hier plötzlich aus Bautzen eine Weltstadt machen. Das wurde mir etwas vorgeworfen. Und ich habe immer gesagt, nein, ich will Bautzen nicht verändern. Ich will etwas von meinen positiven Erfahrungen mitbringen. Aber mir war von Anfang an klar, ich kann nur Sachen mitbringen,
wenn ich die Leute dafür begeistern kann, wenn ich sie davon überzeugen kann, dass es der Gemeinschaft und der Stadt hilft. Und ich glaube, sagen zu können, dass nach 6 Jahren Amtszeit viele Leute, die mich nicht gewählt haben, mittlerweile sagen, ich teile zwar nicht seine politischen Positionen, jedenfalls teilweise nicht, aber bei ihm weiß ich immer, woran ich bin. Also die Leute haben die Erfahrung gemacht, dass ich das sage, was ich denke und dass ich das mache, was ich sage. Und das alleine ist schon sehr viel wert. Ja, und das war auch immer mein Ziel. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich wirtschaftlich unabhängig bin. Das war ich auch schon, als ich kandidiert habe. Das heißt, ich sage, ich habe keine Schwierigkeiten, immer das zu sagen, was ich denke. Weil ich immer sage, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich nicht wiedergewählt werde. Das schadet mir wirtschaftlich nicht. Und ich bin trotzdem noch ein freier und glücklicher Mensch hinterher und werde eine andere Aufgabe finden, die mir Spaß macht. Aber die Leute respektieren das, dass sie wissen, der sagt wenigstens immer, was er denkt. Ja? Und selbst Leute, die sagen, ich kann ihre Position zu Flucht, Vertreibung, Migration und Zuwanderung überhaupt nicht teilen, selbst die sagen aber, sie sagen wenigstens, was sie denken und verbiegen sich nicht. Und auch das hat was mit Respekt zu tun. Und ich sage immer, jetzt mal auf meine eigene Person bezogen, die schwierigsten Gespräche, die ich als Bürgermeister hatte, waren nach meiner Wahl zum Beispiel das Gespräch mit meinem Stellvertreter sozusagen, der damals noch von meinem Vorgänger der Stellvertreter war. Und ich habe ihm gesagt, dass ich ihn bei seiner nächsten Wahl nicht unterstützen werde. Er hat große Arbeit geleistet, aber wir haben jetzt neue Aufgaben. Also er hat 25 Jahre lang den Wiederaufbau der Stadt betreut. Und ich habe gesagt, der Wiederaufbau ist hervorragend gelungen und abgeschlossen. Wir müssen uns jetzt um die Stadtentwicklung kümmern. Und da brauchen wir jemand anders, jemand Jüngeres. Und das diesem verdienten Mann ins Gesicht zu sagen, war für mich eine sehr schwere Stunde. Es war mir sehr unangenehm. Und er hat sich aber nach dem Gespräch schon dafür bedankt, dass ich ehrlich zu ihm war, was mich sehr erleichtert hat. Und ich habe ihn ein halbes Jahr später getroffen und er hat sich nochmal bei mir bedankt und hat gesagt, er hat lange drüber nachgedacht und er hat erkannt, wie schön auch der Ruhestand sein kann. Er hatte auch das Alter dafür. Und trotzdem habe ich mir vorher gesagt, ich muss ihm die Wahrheit sagen. Ich kann nicht so tun, als ob mir das egal ist oder als ob ich es vielleicht sogar wünschen würde, weil ich kann diesem Mann nicht mit Disrespekt entgegentreten. Ich muss anerkennen, ich erkenne auch an, es fällt mir nicht schwer zu sehen, was er geleistet hat und trotzdem sagen, ich habe etwas anderes vor, als das, was Sie 25 Jahre lang höchst erfolgreich gemacht haben. Und da muss man hinkommen, man darf keine Angst davor haben, ehrlich seine Meinung zu sagen. Und diese Situation hatten wir in Bautzen sehr ausgeprägt, weil die Leute gesagt haben, zum Beispiel im Jahr 2016, wenn ich sage, dass ich Angst vor Zuwanderung habe oder dass ich hier keine Moslems haben will, dann gelte ich gleich als Nazi. Und das ist ein Thema, an dem ich mich seit 6 Jahren abarbeite, dass ich sage, jeder Mensch hat das Recht zu sagen, dass er keine Zuwanderung durch Muslime haben will. Das heißt ja nicht, dass wir aufhören, Leuten in Not zu helfen. Aber wir müssen eine ehrliche Diskussion führen. Ja, und die ehrliche Diskussion muss eben auch beinhalten, dass man sagt, es gibt aber Leute, die sind der Meinung, dass wir tatsächlich Menschen in Not helfen müssen. Völlig egal, ob sie Moslem sind oder nicht. Und da müssen wir einen Mittelweg finden. Wir finden den Mittelweg aber nur, und der ist nur dann belastbar und nachhaltig, wenn wir ehrlich unsere Positionen austauschen, ohne dass ich demjenigen, der sagt, ich will keine Moslems hier, gleich an den Kopf haue, du bist Nazis. Natürlich gibt es Nazis, die sagen, ich will keine Moslems hier. Das heißt aber nicht, dass jeder, der sagt, ich will keine Moslems, ein Nazi ist. Und das ist die Grundschwierigkeit bei uns gewesen. Ich fürchte, dass Ihr Problem wirklich größer ist als unseres, weil es eben es hat sehr viel mit Identität und Identitätsempfinden zu tun. Das heißt, die Emotionen sind noch viel stärker als bei normalen politischen Auseinandersetzungen. Aber da gilt es erst recht, wieder eine gemeinsame Sprache zu finden, wieder Signale zu finden und sich bewusst zu machen, welche Signale würde sich denn die andere Seite wünschen. Also ich würde zum Beispiel ein Format dieser Ausrichtung als erstes anbieten. Was würde ich mir von der anderen Seite wünschen? Und ich bin mir sicher, dass Sie sehr viel hören würden,
dass die Leute über Respekt und Toleranz reden werden. Alleine schon darüber zu reden in einem regulierten Format ist der erste Schritt in Richtung einer Heilung dieser Situation. Est-ce que je peux juste vous interroger sur trois objets que vous avez touchés tout à l'heure, qui est d'une part de dire, si j'ai bien compris, que au-delà de simplement organiser le dialogue, il faut retrouver des points communs entre les gens. Par exemple, vous avez cité le chant, mais ça peut être le sport ou d'autres choses. Et puis, il y avait aussi, vous avez parlé de la fierté d'être citoyen de la ville, avoir la fierté pour sa ville. Ça, c'est aussi quelque chose. Et puis, la troisième que je retiendrai, qui est de dire ce que vous venez de dire maintenant, qu'est-ce que j'attends de l'autre? Me mettre aussi, pas seulement dire qu'est-ce que j'ai à proposer à l'autre, mais aussi qu'est-ce que j'attends de lui. Donc, ce qui veut dire qu'on essaie de comprendre jusqu'où l'autre peut faire un geste. Hein. C'est un peu ce qui soutient, enfin il y a sans doute d'autres choses, mais qui soutient un peu l'action que vous avez eue dans votre ville. Das ist richtig, es ist ganz wichtig. Das gilt aber für jeden Streit. Ich kann nur über mich selber und meine eigenen Gefühle reden. Ich kann nicht sagen, weil du für die Zugehörigkeit zum Jura gestimmt hast, bist du ein schlechter Mensch und so. Das kann ich alles nicht sagen. Ich kann nur sagen, warum mich diese Entscheidung trifft oder verletzt oder enttäuscht. Das kann ich sagen. Ich muss mich der anderen Seite öffnen. Ich kann die andere Seite mit Vorwürfen überhäufen, das bringt mich aber nicht weiter. Ich kann sagen, was bei mir passiert, wenn die andere Seite das macht, was sie macht. Nur so habe ich eine Möglichkeit, dass auf der anderen Seite verstanden wird, was ich eigentlich will. Und deswegen sind diese Regeln, von denen ich vorhin erzählt habe, dass das so wichtig war, jemanden zu finden, einen neutralen Moderator, der Regeln setzt und durchsetzt. Das war essentiell wichtig, weil sonst schon wieder die Einstellung kommt, ach, das ist doch einer aus der und der Ecke, der ist der und der Ansicht und deswegen, wenn der Regeln setzt, muss ich die nicht beachten. Ganz wichtig, einen neutralen Schiedsrichter quasi zu haben, der die Regeln durchsetzt. Und zu den Regeln muss gehören, dass ich nicht mit Vorwürfen arbeite, sondern dass ich mit eigenen Enttäuschungen arbeite. Weil nur wenn die Gegenseite sieht, was bewegt den denn so, was verletzt den denn so, dann habe ich die Chance zu sagen, wie die jüngeren Leute das ja auch sagen, wir sind doch trotzdem noch Schweizer. Und die Schweiz ist doch das Dach, unter dem wir alle leben. Und die Schweiz ist vielsprachig. Sie hat viele Amtssprachen alleine schon. Ja. In jeder Region gibt es da fast eine eigene Sprache, sage ich jetzt mal etwas überspitzt. Ich glaube, 4 Amtssprachen haben sie in der Schweiz, wenn mich nicht alles täuscht, mit dem Rätoromanischen. Und diese Gemeinsamkeiten, die müssen im Prinzip rausgearbeitet werden, aber ohne, dass ich dem anderen quasi schon wieder irgendwelche Vorwürfe mache. Die Vorwürfe kommen über die emotionale Schiene ganz von alleine. Das war hier auch nicht anders. Das ist heute noch so. Und trotzdem, ich sage es nochmal, deswegen bin ich auch so ein kleines bisschen stolz auf dieses Programm. Wir arbeiten in kleinen Schritten daran, der jeweils anderen Seite klarzumachen, selbst wenn jemand die AfD wählt, ist er trotzdem noch ein Mensch. Ja? Selbst wenn jemand die AfD wählt, besteht die Möglichkeit, dass er in 2 Jahren eine andere Partei wählt. Ich muss ihm halt nur ein entsprechendes Angebot machen. Ich muss wissen, was ihm wichtig ist. Dann kann ich auch versuchen, ihn für mich zu gewinnen. Und das heißt in erster Linie immer wieder, es klingt banal, ist aber enorm wichtig, Respekt, Respekt, Respekt. Und auch Respekt für die Entscheidung, etwas zu machen, was ich im ersten emotionalen Moment sage, ja, ist denn der verrückt oder Schlimmeres? Ja? Das ist das A und O. Und ich sage zum Beispiel immer, ich möchte die Menschen zurückgewinnen, die die AfD wählen. Das sagt jeder Politiker. Ja? Aber wie komme ich denn dahin? Und ich komme doch nur dahin, wenn ich die Leute ernst nehme, die die AfD gewählt haben. Das heißt erstens, ich muss bereit sein, mit den Menschen selber zu reden, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Ich muss ihnen zuhören. Das ist der erste Schritt, ihnen zu zeigen, dass ich sie ernst nehme. Und der zweite Schritt, und da stolpern ganz viele Politiker hier in Deutschland, das ist auch in Frankreich teilweise nicht besser, ich muss auch die Leute ernst nehmen,
die von denen gewählt worden sind. Das heißt, ich muss grundsätzlich die Bereitschaft bringen, wenn der Jurist grundsätzlich sagt, denkt er an die Ausnahmen, ich muss grundsätzlich die Bereitschaft mitbringen, auch mit AfD-Politikern zu sprechen, mich auszutauschen und auf der Sachebene mit denen zu streiten. Wenn ich schon sage, ich rede nicht mit einem AfD-Politiker, weil er in der AfD ist, dann komme ich keinen Schritt weiter, weder als Person noch als Gesellschaft. Und ich wurde von Anfang an ganz scharf dafür kritisiert, auch gerade auch von Sozialdemokraten oder Linken oder Grünen, dass ich mit AfD-Leuten rede oder sogar noch mit Leuten, die noch weiter rechts stehen. Ja? Und es ist nicht so, dass ich denen nur Honig ums Maul schmiere. Es ist durchaus so, dass ich denen sage, was mir an ihnen alles nicht gefällt. Trotzdem mache ich ihnen klar, dass mir völlig klar ist, dass auch sie Menschen sind. Eines der Wesensmerkmale des Menschen ist, dass er voller Fehler ist. Aber genau darum geht es. Ja? Und wie gesagt, ich kann auch, und das ist mir auch schon gelungen, ich kann auch mit AfD-Wählerinnen und Wählern oder mit AfD-Politikern Gemeinsamkeiten finden. Ich hau denen trotzdem um die Ohren, wenn sie sich rassistisch oder antidemokratisch äußern, dann kriegen die richtig Zunder, kriegen die richtig Feuer von mir. Ja, das lasse ich mir doch nicht nehmen. Aber dadurch, dass ich von vornherein immer sage, ich bin bereit, sie grundsätzlich zu respektieren, dadurch kriegt meine Kritik auch ein anderes Gewicht, glaube ich. Das ist jedenfalls das, was man mir zurückspiegelt. Ja. Und deswegen ist es so wichtig zu versuchen, die Emotionen rauszunehmen. Das ist unheimlich schwer, gerade am Anfang, gerade in der Situation, in der Mutier sich befindet. Ja. Das ist sehr schwer, das ist mir klar. Ja. Aber dafür muss man Formate finden. Und wie gesagt, neutraler Schiedsrichter, neutrale Moderation und ganz wichtig, Regeln festsetzen, die nicht verletzt werden dürfen. Am Anfang ist es vielleicht sogar hilfreich zu sagen, wir reden erstmal nur über unsere eigenen Enttäuschungen, ja, ohne den anderen einen Vorwurf zu machen. Pardon, j'ai encore une question sur l'organisation elle-même, parce que vous aviez un modérateur extérieur à la ville qui a pris en charge ce dialogue, ou c'est votre responsabilité à vous comme Bürgermeister? Wir hatten am Anfang Moderatoren. Für die ersten 3 Veranstaltungen hatten wir externe Moderatoren. Die meisten Formate laufen jetzt so, dass es Menschen aus der Stadtgesellschaft sind oder eben ich als Oberbürgermeister, das ist egal, oder jemand anders aus der Verwaltung. Aber am Anfang war es wirklich nötig, externe Moderatoren zu haben, weil die Stimmung so aufgeheizt und emotional und voller Vorwürfe war, dass das sonst wirklich schiefgegangen wäre. Ich werde das nie vergessen. Ich hatte vorhin kurz davon erzählt, dieses entsetzte Gesicht, das war auch noch der Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, der anwesend war. Er war nicht Moderator, aber er hat sich diese Veranstaltung angeguckt. Der war relativ frisch in Dresden angekommen, der kam aus Niedersachsen. Der war vollkommen schockiert über die Aggressivität im Raum und die Vorwürfe und er war völlig desillusioniert und dachte, er hat wirklich gesagt, wörtlich, das ist die schlimmste Veranstaltung, die ich jemals erlebt habe. Und dann war er erst richtig geschockt, als wir ihm alle gesagt haben aus dem Rathaus, ey, das war total klasse. Die Leute sind miteinander ins Gespräch gekommen. Das hatten wir vorher nicht. Da war ich habe gedacht, der packt seine Sachen und zieht wieder zurück nach Westdeutschland. Hat er nicht gemacht. Aber das fand ich sehr eindrücklich, weil ich mir gedacht habe, wir sind wirklich auf einem guten Weg, auch trotz dieses Feedbacks, das ich von dem bekommen habe. Und es hat sich gezeigt, und davon bin ich wirklich überzeugt, dass wir als Stadtgesellschaft auf einem guten Weg sind. Dass es mehr Bereitschaft gibt, sich auch die Meinung der anderen anzuhören. Meinungsfreiheit ist ein ganz schwieriges Thema. Meinungsfreiheit heißt nicht, dass der eigenen Meinung nicht widersprochen werden darf oder dass sie nicht hart kritisiert werden darf. Das ist was wir in Ostdeutschland öfter hören, dass die Leute sagen, es gäbe keine Meinungsfreiheit. Den Zahn ziehe ich denen immer. Ich sage denen immer, wenn ihr euch zu DDR-Zeiten auf die Straße gestellt hättet und gesagt hättet, Corona ist eine Erfindung und das gibt es nicht wirklich, dann hättet ihr riesengroße Probleme gehabt. Hier dürft ihr das frei äußern, aber ihr dürft euch nicht wundern, wenn andere Leute sagen, ihr seid doch total verrückt. Das ist wissenschaftlich erwiesen, dass es eine neue Seuche ist und dass Leute daran sterben können. Aber das ist eben Meinungsfreiheit. Ich muss auch die Meinung der anderen aushalten, wenn ich etwas sage. Vous avez des réactions, des questions précises à monsieur le maire?
Alors, on est un peu assommé comme ça. C'est vrai que c'est très intellectuell. Das war wirklich sehr intellektuell, was Sie uns vorgestellt haben. Das ist richtig. Und ich werde jetzt versuchen, in diese Wege mich einzurichten. Aber ich glaube, ich mache es schon, aber ich muss es noch besser machen, dass die Leute auch verstehen und auch mir glauben, dass eben wir zusammen diese Wege einschlagen müssen. Und das ist eine Arbeit, ja, an die wir jetzt uns einrichten sollen. Monsieur Tobler, danke vielmals für alles, was Sie gesagt haben. Ja, sehr gerne. Ich weiß, dass das echt ein schwieriger Weg ist. Ich sage es nochmal, was mir von Anfang an sehr geholfen hat, war immer mein persönliches Bewusstsein, dass ich diesen Job hier nicht machen muss, sondern ich möchte ihn machen. Und das musste ich mir an manchen Stellen immer wieder sagen. Mich haben viele Leute gefragt, bist du wahnsinnig, diesen Job zu machen? Als Oberbürgermeister wirst du von allen Seiten kritisiert und niedergemacht. Alles, was du machst, ist falsch. Also das, was man hört. Ja, man wird ständig kritisiert. Man hört aber die Leute, denen das gefällt, was man macht, die hört man so gut wie nie. Und deswegen habe ich mir immer wieder gesagt, ich mache das, weil ich das machen möchte, weil ich der Gesellschaft auch etwas zurückgeben möchte. Ich hatte in meinem Leben, nach meiner persönlichen Auffassung, hatte ich sehr viel Glück. Und ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben. Und das hat mich immer, ich hatte tatsächlich ein paar Augenblicke, wo ich gedacht habe, meine Güte, ja, ich bin nach dieser Auseinandersetzung zwischen den Flüchtlingen und wir hatten tatsächlich 80 Nazis in der Stadt, die auf diese jugendlichen Flüchtlinge losgehen wollten. Das waren zur Hälfte Nazis von außerhalb, die sich aus verschiedenen Bundesländern hier angereist waren zu einer Veranstaltung und zur Hälfte Leute hier aus dem Ort. Und ich habe mich an dem nächsten Abend, als die Stimmung in der Stadt sehr aufgeheizt war, habe ich mich auf den Kornmarkt begeben, wo das passiert ist. Da standen Hunderte von Leuten und haben erregt diskutiert. Und da bin ich ganz alleine auf den Platz gegangen. Die Polizei hat mir gesagt, gehen Sie da nicht hin, das ist gefährlich. Die Leute sind total aufgeregt. Und ich bin hingegangen, ich habe sogar damit gerechnet, dass ich körperlich angegriffen werde, aber ich bin hingegangen und die haben mich angeschrien, die Leute. Ja, Sie sind für Flüchtlinge und so, Ihnen haben wir diesen ganzen Mist zu verdanken. Und ich habe 20 Minuten oder 30 Minuten lang immer denselben Satz gesagt. Ich habe immer gesagt, ich denke, ihr wollt reden. Und sie haben mich angeschrien und irgendwann kippte das dann. Da sagte dann einer, ja, ihr regt euch doch immer auf und jetzt ist er hier und will reden, also redet doch mit ihm. Und dann hatten wir, glaube ich, 4 oder 5 Stunden haben wir Streitgespräche auf dem Platz gehabt. Und das war so ein Moment, wo ich mir noch am nächsten Tag gesagt habe, das hätte total schief gehen können. Es hätte sein können, dass mich Leute körperlich angreifen. Und das war auch die Zeit, als ich Morddrohungen bekommen habe. Und da habe ich mich natürlich schon mit meiner Frau hingesetzt. Wir haben 4 Kinder zusammen und haben uns überlegt, ist es das wert? Und ich fand das ganz toll, weil meine Frau gesagt hat, ich kann mir das nicht vorstellen, ohne dich zu leben, aber es ist es wert. Das Risiko ist es wert. Und also mir macht das Spaß. Ich bin überzeugt davon, dass wir auf einem guten Weg sind. Und ich sage es nochmal, unser Problem ist ja vergleichsweise klein im Vergleich zu dieser emotional aufgeladenen Situation bei Ihnen. Und selbst wir arbeiten jetzt schon jahrelang an diesem Prozess. Aber ich sage es nochmal, es lohnt sich und wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Das sind die kleinen Dinge, die ja eigentlich selbstverständlich erscheinen, die wir aber wirklich immer berücksichtigen müssen. Bien. Monsieur Zuber, vous vouliez intervenir ou Monsieur Tobler? Monsieur Zuber? Oui, la discussion, elle pourrait durer une éternité. C'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, moi, je m'excuse s'il y a eu des coupures. Après les transports multimodaux, aujourd'hui, j'ai testé la visioconférence multimodale. Ça fonctionne plutôt bien, donc ça va. Mais non, effectivement, moi, je serais favorable à ce qu'on puisse poursuivre le dialogue. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction. On serait arrogant de dire qu'on trouvera la solution tout seul. Il n'est pas du tout de notre responsabilité de minimiser le problème, même si je réfute
ce qu'on compare Moutier avec Belfast ou Bien sûr, ça n'a rien à Jérusalem. voir. Mais il y a un problème, il y a de toute façon, et puis à tout problème, il y a une solution. Et je l'ai dit, on n'a pas toutes les clés. Et je crois que ce que vous avez mis en place mérite un échange de bonnes pratiques. En tout cas, moi si la Fondation est intéressée à ce qu'on puisse poursuivre ces discussions, c'est avec un très, très grand intérêt. En tout cas, ça, c'est évident. C'est le Moutier de demain que nous, on devra gérer. Il devra être décomplexé de ce problème. Et vous avez visiblement une partie des clés pour nous apporter une partie de la solution. Donc, il y a un intérêt. Oui, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer. En tout cas, que nous souhaitons, c'est que peut-être vous poursuiviez le dialogue en bilatéral avec Bautzen. D'abord, allez une fois à Bautzen, vous verrez, cette région est fantastique. Enfin, moi, j'adore parce que j'ai envie de retourner une fois à Dresden pour voir la Marienkirche, évidemment. Et puis j'étais très impressionné à Bautzen de voir que la même cathédrale est partagée par les catholiques et par les protestants. Ça m'avait beaucoup intéressé. Et c'est vraiment, c'est une expérience que peut-être vous pourriez poursuivre. M. Tobler a demandé la parole et puis après, je pense qu'on va lever progressivement cette séance. M. Tobler, vous vouliez parler. Juste un commentaire pour la fin. Je me dis que si les séparatistes respectaient la minorité de Moutier, je vous jure qu'il y a encore du boulot. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on arrive à se respecter et puis à partager des expériences. Ce qui serait bien, c'est que vous puissiez, vous, à Moutier, continuer à échanger occasionnellement avec Bautzen. Peut-être que Bautzen j'ai vu qu'il y avait un site sur la démocratie, sur le Partnerschaft. Il y a un site internet. Et puis, en tout cas, pour la fondation, vous savez que la fondation s'occupe aussi du dialogue en Israël, mais pour moi, il est presque plus important d'abord de s'occuper aussi de réconcilier les gens là où on habite. Et donc, je remercie le Oberbürgermeister de M. Arens de sa disponibilité. Je vous remercie aussi pour le conseil communal de Moutier d'avoir accepté ce dialogue, cet échange. Et on espère une fois pouvoir se voir physiquement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et puis, merci beaucoup pour votre disponibilité à tous. J'ai l'intention, comme je suis aussi journaliste, j'ai l'intention, si la présidente de la Fondation m'y autorise, de faire un petit compte-rendu dans les médias régionaux pour parler un peu de cet échange qui m'a paru en tout cas très riche. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, au revoir à Bautzen. En tout cas, personnellement, ça me ferait très plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci Grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Ouais. À bientôt. bientôt. Merci pour tout. Merci.